Parfois, on pense que la technologie n'a commencé qu'avec l'apparition de l'ordinateur, du téléphone portable et d'Internet, mais c'est faux, car il y a plus de 1800 ans, un inventeur en Chine a créé une machine capable de détecter les tremblements de terre même lorsqu'ils ne sont pas ressentis par les gens autour. Ce n'est pas un téléphone portable, ce n'est pas un ordinateur et encore moins une machine moderne. C'est un grand récipient en bronze avec des dragons sur les côtés et des grenouilles en bas. Son apparence est étrange, mais il ne s'agit pas d'une décoration, c'est un ancien détecteur de séisme. Selon l'US Geological Survey, le tout premier sismoscope connu a été fabriqué par le savant chinois Jiang Heng en 132 après Jésus-Christ. Sous la dynastie Han, les tremblements de terre provoquaient une grande peur en Chine, détruisant bien plus que des maisons. La confiance du peuple envers le dirigeant était aussi fragilisée. Beaucoup pensaient alors qu'une grande catastrophe pouvait signifier que le ciel n'était plus avec l'empereur. Ainsi, pour la cour impériale, il était essentiel de savoir rapidement où un séisme avait frappé. Non pas pour éviter la catastrophe, mais pour envoyer vite de l'aide sur place. C'est là que Jiang Heng intervient, un homme hors du commun. Il était astronome, mathématicien, ingénieur et fonctionnaire. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste vous demander de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons. Selon Science Museum Group, Jiang Heng est connu dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et de la sismologie, et son appareil est l'un des tout premiers instruments connus pour détecter les tremblements de terre. Ce qu'il a créé ne ressemble pas à une machine au premier abord. Cela ressemble plutôt à un grand pot en bronze. Autour de celui-ci, il y a 8 têtes de dragon. Dans la bouche de chaque dragon, il y a une petite boule en bronze. En dessous, il y a 8 grenouilles en bronze avec la bouche ouverte. Lorsqu'il y a un tremblement de terre dans un endroit éloigné, une boule tombe de la bouche du dragon dans la bouche de la grenouille. Et le dragon qui laisse tomber la boule indique la direction d'où vient la secousse. Cela ne dit pas à quel point la secousse est forte. Il n'enregistre pas non plus de tracé comme un sismographe moderne, mais pour leur époque, c'était déjà quelque chose de très important. À l'époque, une nouvelle de tremblement de terre dans une province lointaine mettait plusieurs jours à atteindre la capitale. Grâce à l'appareil de Jiang Heng, on pouvait savoir aussitôt s'il y avait eu une secousse au loin. Le livre des Han postérieurs rapporte qu'une fois, l'appareil s'est déclenché sans qu'aucun séisme ne soit perçu dans la capitale. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée. Un tremblement de terre avait eu lieu à l'ouest de l'Empire. Le palais restait silencieux. Personne ne bougeait. Ni fissures au sol, ni murs qui tremblaient. Soudain, on a entendu une boule de bronze tomber. À l'époque, cela semblait magique. Comment un vase en bronze détectait-il un tremblement de terre que les humains n'avaient pas perçu? Comment pouvait-il indiquer d'où venait la secousse? Il n'est donc pas surprenant que certains aient douté. Certains officiels pouvaient avoir cela comme une supercherie, un spectacle étrange ou quelque chose de difficile à croire. Mais ce qui est important, c'est que cet appareil montre quelque chose. Cela fait longtemps que l'homme essaie de comprendre le monde à travers l'observation, la conception et l'ingénierie. En réalité, la machine de Jiang Heng n'est pas parfaite comparée à celle d'aujourd'hui, mais l'essentiel est qu'ils aient pu l'utiliser à l'époque. J'ajoute aussi qu'il ne reste plus aucun appareil original de Jiang Heng. Ce que nous savons à ce sujet provient d'anciens documents et de reconstitutions modernes. C'est impressionnant de voir qu'on utilisait déjà ce type d'appareil à l'époque. C'est un autre aspect remarquable de l'invention de Jiang Heng. Cela a été fait à une époque où il n'y avait pas encore d'électricité, pas de satellite, pas de capteurs et pas d'internet. En utilisant uniquement une conception mécanique en bronze et une compréhension approfondie du mouvement, il a pu créer un appareil qui était devenu une partie importante de l'histoire de la science. Et c'est là que commence une question encore plus grande. S'il existait déjà ce genre d'invention à l'époque, combien de connaissances anciennes ont été perdues? Combien d'appareils ont été détruits, renversés ou qui n'ont pas été transmis à la génération suivante? Parce que parfois, l'histoire de la technologie n'est pas simplement une progression ascendante. Parfois, il y a des époques où l'homme a inventé des choses extraordinaires, puis le monde les a oubliées. Malgré cela, au fil du temps, sans le véritable design de l'appareil de Jiang Heng, sans la machine originale, sans même un plan clair, il ne reste plus que de vieux récits affirmant qu'il existait un récipient en bronze avec un dragon, une grenouille et des boules qui tombaient lors d'un tremblement de terre. C'est pourquoi, durant des années, beaucoup se sont demandé « Est-ce vrai ou juste une histoire exagérée ?» Il est essentiel d'être clair là-dessus. Nous ne possédons pas l'appareil original, donc nous ne pouvons pas dire à 100% que nous savons exactement à quoi ressemblait l'intérieur.
Selon les chercheurs et leur reconstruction, il existe une explication possible sur la façon dont cet appareil fonctionnait. Ce n'est pas de la magie, mais simplement de la physique. Imagine que tu es debout dans un bus. Lorsque le bus s'arrête brusquement, ton corps est projeté vers l'avant, tu avances sans le vouloir. Le véhicule dans lequel tu es s'est arrêté brusquement, c'est simplement l'inertie. Il y a des objets qui semblent vouloir rester dans leur mouvement ou position d'origine, mais qui sont perturbés par une force extérieure. C'est peut-être le même principe à l'intérieur du sismoscope de Jangang. À l'intérieur du grand récipient en bronze, il pourrait y avoir une partie lourde suspendue ou debout, comme un pendule. Ainsi, lorsqu'une légère vibration provenant d'un tremblement de terre lointain arrive, le corps du récipient peut bouger légèrement. Mais le lourd pendule à l'intérieur, à cause de l'inertie, ne suivra pas immédiatement le mouvement. C'est là qu'il y a une petite différence de mouvement. C'est petit, mais suffisant pour actionner un levier. Lorsque le levier bouge, il active le mécanisme dans la bouche d'un dragon. Ensuite, la boule de bronze tombera dans la bouche de la grenouille en dessous. Et comme il y a 8 dragons autour, cela permet de montrer d'où vient la secousse. Écoutez maintenant. Mais en 132 après Jésus-Christ, c'était une idée très profonde. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de sismographe moderne, pas encore d'ordinateur pour lire les ondes sismiques, pas encore de satellites, pas encore de communication rapide pour savoir immédiatement où il y avait une catastrophe. Donc ce que Jangang a fait n'était pas simplement une décoration étrange, c'était une idée d'alerte précoce. Cela n'empêche pas le tremblement de terre, cela ne donne pas la force exacte, mais cela peut indiquer qu'il y a eu une secousse dans une certaine direction. Et à une époque où les nouvelles circulaient lentement, c'était très important. Parce que plus tôt la capitale apprend qu'une province a été touchée, plus tôt elle peut envoyer de l'aide. Ici, nous voyons que la technologie ancienne n'est pas toujours primitive ou simplement qualifiée d'archaïque. Parfois, les matériaux sont simples. Juste du bronze, juste une boule, juste un levier, juste un pendule. Mais lorsque le design est correct, le résultat devient puissant. Et maintenant, après la Chine, nous allons passer à un autre type de mystère ancien. Ce n'est plus une grande machine en bronze, ni un tremblement de terre, ni un palais, mais une petite coupe romaine exposée au British Museum à Londres. À première vue, cela ressemble simplement à un verre de luxe appartenant à une personne riche. Mais plus les scientifiques l'étudient, plus son histoire devient étrange. On l'appelle la coupe de Lycurgue. Selon le British Museum, il s'agit d'une coupe à boire romaine tardive du IVe siècle, faite de verre et représentant une scène concernant le roi Lycurgue. Elle fait partie de la collection du British Museum, et elle est célèbre pour sa couleur unique. Lorsque la lumière la frappe de face, le verre semble vert. Mais lorsque la lumière vient de l'arrière ou passe à travers la coupe, elle devient rouge. C'est comme un verre ordinaire qui change soudainement de couleur selon la lumière. Si un enfant regarde cela, il pourrait dire que c'est magique. Mais ce n'est pas la magie qui en est la cause. On appelle cela du verre dichroïque. Cela signifie que la couleur que l'on voit diffère selon la façon dont la lumière passe ou frappe. Et c'est là que la coupe romaine devient encore plus impressionnante, car son secret réside dans les particules extrêmement petites, mélangées au verre. Selon les études mentionnées au British Museum, il y a des particules d'or et d'argent à l'intérieur du verre de la coupe de Lycurgus, mais elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce ne sont pas de gros morceaux de métal visibles. C'est extrêmement petit, c'est à l'échelle nanométrique. Pour mieux comprendre, imagine un cheveu, et divise-le en de très nombreuses parties encore plus petites. Les particules dans le verre sont beaucoup plus petites qu'un cheveu. À cause de leur taille minuscule, elles ont un effet particulier sur la lumière. Selon la direction de la lumière, une couleur différente apparaît. C'est pourquoi de face, c'est vert. Quand la lumière passe à travers le verre, il devient rouge comme si la coupe avait un interrupteur secret. Mais cet interrupteur, c'est la lumière elle-même, pas un bouton. Le plus surprenant ici, ce n'est pas simplement de la peinture. Ce n'est pas une simple couleur appliquée à la surface. La couleur vient directement de la façon dont de minuscules particules de métal sont mélangées au verre. L'effet étant uniforme sur la coupe, cela prouve que ce n'est pas un accident, ni qu'une pièce de monnaie serait simplement tombée dans le verre fondu. Il est plus probable que les verriers romains savaient en quelque chose sur le mélange spécial des matériaux, même s'ils n'utilisaient pas le terme moderne de nanotechnologie. Cela ne signifie pas qu'ils possédaient un microscope comme ceux d'aujourd'hui, ni qu'ils comprenaient la science comme les scientifiques modernes. Mais il est clair qu'ils avaient des connaissances aux pratiques. Ils savaient que si le mélange était correct, la température appropriée et le processus bien suivi, le verre produisait un résultat particulier. Nous oublions souvent que dans le monde ancien, bien qu'ils ignoraient nos formules actuelles, beaucoup étaient très bons pour procéder par essai et erreur. Ils testèrent des matériaux encore et encore.
Ils prêtaient attention à ce qui changeait. Ils se souvenaient tout du mélange qui fonctionnait. Et ils transmettaient la technique à l'artisan suivant. C'est pourquoi la coupe de Lycurgue n'est pas seulement un beau verre. C'est une preuve qu'il y avait des artisans anciens avec un niveau de compétence très élevé. Ils étaient incapables de créer des choses qui pouvaient même faire s'arrêter les gens d'aujourd'hui et leur faire se demander comment ils avaient en fait cela. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'idée derrière cette coupe est liée à la science moderne. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent le comportement des minuscules particules métalliques face à la lumière pour différentes technologies, y compris les capteurs et la recherche médicale. Cela signifie que ce qui servait autrefois à impressionner les invités lors des banquets des riches aide aujourd'hui à inspirer la science moderne. Voilà ce qui rend les inventions anciennes si particulières. On croit parfois que ce n'est qu'art ou décoration. On croit que c'est juste pour montrer la richesse, mais quand la science en révèle le secret, on découvre qu'il y a une véritable ingénierie derrière. Le sismoscope de Jiang Heng montre comment la Chine ancienne a utilisé le mouvement et l'inertie pour détecter les tremblements de terre. La coupe de Lycurgue, quant à elle, montre comment les artisans romains ont utilisé des particules extrêmement petites pour contrôler la couleur de la lumière. Ils viennent de mondes différents. Ils ont des objectifs différents. L'un sert en cas de catastrophe. L'autre est destiné au luxe et à l'apparat. Mais ils montrent tous les deux quelque chose. Les anciens n'étaient pas stupides. Ils ne devinaient pas simplement à l'aveugle. Certains d'entre eux observaient patiemment, faisaient toutes des expériences et créaient des choses qui dépassaient ce que nous attendions de leur époque. Et s'ils pouvaient comprendre le mouvement du sol et le jeu de la lumière sur le verre, il est son naturel qu'une autre question suive. S'il existait déjà ce genre de connaissances à l'époque, est-il possible que certaines personnes aient aussi découvert une autre force invisible, une force que l'œil ne peut pas voir? Mais tu peux la sentir lorsqu'elle circule dans le métal, la force que nous appelons aujourd'hui l'électricité. Mais il y a une chose dans la technologie ancienne dont nous devons nous méfier. Toutes les choses mystérieuses ne doivent pas être crues immédiatement. Lorsqu'un artefact est étrange, il est facile de lui attribuer des histoires exagérées. Parfois, certains disent tout de suite que c'est la preuve d'une civilisation avancée disparue. Ils affirment parfois que l'électricité existait déjà, utilisée pour leurs secrets. Dans ce documentaire, nous n'allons pas simplement suivre la tendance, nous allons examiner ce que les preuves peuvent réellement soutenir. Et c'est ici qu'intervient l'un des objets anciens les plus controversés découverts près de Bagdad, en Irak. Beaucoup l'appellent la batterie de Bagdad. En apparence, c'est très simple. Un petit pot en argile. À l'intérieur, il y a un cylindre en cuivre, et au centre, une tige de fer. Quand tu entends ça, ça ressemble un peu à une batterie basique. Il y a deux métaux différents et on peut mettre un liquide à l'intérieur. Donc, quand des chercheurs en ont parlé pour la première fois, quelqu'un a suggéré qu'il avait peut-être servi à produire un faible courant électrique. Selon certains rapports concernant l'artefact, il a été découvert en 1936 et il est généralement associé à l'époque parthienne ou à la période sassanide. Jusqu'à présent, on ignore encore son utilité réelle. La grande question était, s'il produisait de l'électricité, à quoi cela servait-il, puisqu'il n'y avait ni téléphone portable ni ampoule à l'époque. Il n'y avait pas non plus de moteur, de chargeur ou d'appareil électroménager. C'est pourquoi certaines personnes ont élaboré des théories encore plus grandes. Certains disent qu'il a peut-être été utilisé comme une lumière ancienne. D'autres disent qu'il a peut-être servi lors de rituels dans les temples. Certains disent qu'il était peut-être utilisé pour effrayer les gens, comme si les prêtres avaient des pouvoirs. Mais nous devons être prudents. Il n'y a aucune preuve solide que la pile de Bagdad ait été utilisée pour éclairer des temples ou des pyramides. Il n'y a pas non plus de preuve claire que cela faisait partie d'un grand système électrique. De nombreux archéologues n'acceptent toujours pas comme fait confirmé qu'il s'agissait vraiment d'une batterie utilisée dans l'Antiquité. D'autres explications existent, comme un récipient pour parchemin ou objet rituel, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien d'intéressant ici. Parce que si tu fabriques une réplique en utilisant deux métaux différents et un liquide acide comme du vinaigre ou du jus de citron, cela peut produire une faible tension. Pas très puissante. Ce n'est pas suffisant pour éclairer une maison. Ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner une machine. Mais c'est suffisant pour montrer qu'une simple réaction chimique peut produire un courant électrique. Pour mieux comprendre, imagine une lampe de poche pour enfants dont la pile est déjà faible. Il y a encore de la lumière, mais elle est très faible. C'est ce genre de puissance dont on parle ici. Donc même si c'est une batterie, ce n'est pas une preuve d'une ville antique alimentée à l'électricité. L'utilisation possible est beaucoup plus simple. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être utilisée pour le plaquage électrolytique.
Cela signifie utiliser un faible courant électrique pour faire adhérer une fine couche de métal à la surface d'un autre objet. Par exemple, il y a un petit objet fait de cuivre. Lorsqu'il est placé dans la bonne solution et qu'un courant électrique est appliqué, une fine couche d'un autre métal peut adhérer à la surface. Mais ici encore, nous devons être honnêtes. La théorie du plaquage électrolytique est intéressante, mais elle n'est pas universellement acceptée et il manque encore de preuves archéologiques sur l'utilisation réelle de l'artefact. Il est donc plus juste de dire que la batterie de Bagdad est un objet mystérieux avec un design qui ressemble à une batterie, mais dont la véritable utilité n'est pas encore confirmée. C'est là que l'histoire devient plus intéressante. Ce n'est pas parce qu'il y avait sûrement une civilisation ancienne qui utilisait l'électricité, mais parce que cela montre comment il faut réfléchir à l'histoire. Tout ce qui est étrange n'est pas magique, et tout ce qui est étrange n'est pas non plus faux. Parfois, la bonne réponse se trouve au milieu. Il y a une possibilité, mais les preuves sont encore insuffisantes. Et pendant que la pile de Bagdad fait toujours l'objet de débats, il y a un autre artefact pour lequel les preuves sont plus claires. Une chose qui n'est plus simplement possible. Une chose qui a vraiment démontré le niveau extrêmement élevé de compétences mécaniques du monde antique. Il s'agit du mécanisme d'Anticythère. Au début des années 1900, des plongeurs ont découvert ce que l'on pense être une épave antique près de l'île d'Anticythère, en Grèce. Sous la mer, ils n'ont pas seulement trouvé de simples pierres. Il y avait des statues, des objets anciens, des choses provenant d'un navire coulé. Mais la chose la plus importante de toutes, ils ne l'ont pas remarqué tout de suite. C'était une lampe en bronze, corrodée. Elle ressemblait juste à un morceau rouillé et abîmé. Si tu l'as trouvée, tu penserais peut-être que ce n'est qu'un déchet. Mais quand elle a été cassée et qu'ils ont pu voir l'intérieur, les chercheurs ont vu quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Il y avait des engrenages. De petits engrenages. Ce n'était pas un simple morceau de métal ordinaire, c'était une machine, et pas n'importe quelle machine. Selon des études modernes, le mécanisme d'Anticythère est un dispositif grec antique à manivelle, utilisé pour calculer les mouvements du Soleil, de la Lune et des cycles astronomiques. De nombreux chercheurs l'appellant également le tout premier ordinateur analogique connu. Pour mieux comprendre, imagine une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y a de nombreux engrenages en bronze qui s'emboîtent les uns dans les autres. Lorsque tu tournes la manivelle, les aiguilles les bougent. Ce n'est pas une calculatrice avec un écran. Ce n'est pas un ordinateur avec un clavier. Mais il peut montrer les mouvements importants dans le ciel. Il peut aider les gens à connaître les cycles du Soleil et de la Lune. Et selon une étude publiée dans PLOS ONE, le mécanisme d'Anticythère possède une partie utilisée pour prédire les éclipses en utilisant le cycle de Saros. Un cycle qui est utilisé depuis longtemps dans l'étude des éclipses. Cela signifie que ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une simple décoration. C'est un modèle mécanique du ciel. De nos jours, si nous voulons savoir quand il y aura une éclipse, il nous suffit d'ouvrir Internet. À l'époque, ils avaient un besoin de mathématiques, d'observation et d'habileté mécanique. Et c'est là que le mécanisme d'Anticythère devient impressionnant, car ils ne se contentaient pas de connaître le schéma du ciel. Ils en ont même fait une machine. Leur savoir ne se limitait pas à la théorie. Ils l'ont matérialisé en engrenage, créant une machine à la fois calendrier, outil astronomique et calculatrice. Mais il faut aussi corriger une exagération courante. Ce n'est pas un ordinateur comme un ordinateur portable ou un téléphone portable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'a pas d'écran. Il n'a pas de mémoire comme un ordinateur moderne. Un ordinateur analogique désigne ici un dispositif mécanique utilisant des pièces physiques pour calculer ou illustrer un mouvement similaire à un ancien ordinateur mécanique, ou pour montrer un mouvement calculé, comme un vieil ordinateur mécanique. Si les engrenages sont corrects, le mouvement de l'aiguille de l'horloge sera correct. Avec le mécanisme d'Anticythère, si les engrenages sont corrects, il peut montrer le cycle des corps célestes, et c'est là que ça donne des frissons. Parce que cela montre que les ingénieurs grecs de l'Antiquité avaient la capacité de créer des mécanismes extrêmement précis. Bien qu'ils n'aient pas nos outils modernes, ils maîtrisaient la géométrie, l'astronomie, la métallurgie et la mécanique. Ils ne construisaient pas seulement des temples et des statues, ils fabriquaient aussi des machines complexes. Ce qui est plus triste encore, c'est que ce niveau de technologie des engrenages a disparu longtemps, non à cause d'un manque d'intelligence, mais parce que la connaissance peut facilement se perdre. Lorsque les ateliers sont détruits, que les enseignants disparaissent, que les archives sont perdues ou que les villes qui financent ces projets s'effondrent, toute la tradition de fabrication peut disparaître. Ainsi, l'histoire de la technologie n'évolue pas toujours vers le progrès. Il y a des périodes où elle progresse, des périodes où elle régresse, et des périodes où elle est ensevelie sous la mer, attendant des milliers d'années avant d'être redécouverte.
Mais les anciens ingénieurs n'ont pas utilisé la mécanique uniquement en astronomie. Dans d'autres parties du monde antique, il existait des machines créées non pas pour calculer les éclipses, mais pour accomplir des miracles aux yeux des hommes. C'est ici qu'intervient Héron d'Alexandrie. Héron était un ingénieur et mathématicien grec qui a vécu à Alexandrie. Au 1er siècle, il a vécu là-bas. Il étant connu pour ses dispositifs utilisant l'air, l'eau, la chaleur et la pression. Dans son livre Pneumatica, il a décrit différentes machines fonctionnant grâce à ces forces. Selon les études sur les machines d'Héron, certains de ces dispositifs utilisaient le feu, la pression de l'air, l'eau et des systèmes mécaniques simples pour créer des mouvements automatiques. L'une des idées les plus célèbres qui lui sont attribuées est celle des portes automatiques de temples. Voici une explication simple. Imagine un grand temple. De lourdes portes se trouvent à l'entrée. Un prêtre s'approche de l'autel, prie et allume un feu. Après quelques instants, la porte s'ouvre lentement sans que personne ne la touche. Pour les gens de l'époque, c'était comme si Dieu avait accepté leur prière, mais en réalité, il y avait un mécanisme caché en dessous. Lorsque l'autel chauffe, l'air à l'intérieur du récipient scellé chauffe aussi. Quand l'air se réchauffe, il se dilate et pousse l'eau vers un autre récipient. Au fur et à mesure que le récipient se remplit d'eau, il devient plus lourd. À cause de ce poids, il tire sur la corde et la poulie attachées à la porte. C'est ainsi que la porte s'ouvre. Lorsque le feu s'éteint, l'air se refroidit. L'eau retourne dans le récipient d'origine, le poids diminue à nouveau et la porte se referme lentement. Aux yeux d'une personne ordinaire, cela semble être un miracle. Mais derrière cela, le processus est simple. Feu, chaleur, air, eau, poids, corde et poulie. Ce sont ces éléments qui font bouger la porte. Héron n'a pas seulement inventé les portes automatiques, il a aussi conçu une première version de distributeur automatique qui ne délivrait ni boisson gazeuse ni nourriture. Il distribuait de l'eau bénite dans le temple. Lorsqu'une personne insérait une pièce, celle-ci tombait sur un petit levier. À cause du poids de la pièce, le levier bougeait et la valve s'ouvrait. L'eau s'écoulait alors. Ensuite, lorsque la pièce glissait dans le réceptacle, le levier revenait en place et la valve se refermait. C'est simple mais très ingénieux. C'est comme une ancienne machine à pièces. Cela montre que même à l'époque, les gens réfléchissaient un peu déjà à comment créer des machines capables de fonctionner toutes seules. Mais l'invention la plus célèbre d'Héron est l'aéolipile. C'est une sphère métallique creuse qui tourne grâce à la vapeur. Voici comment cela fonctionne. De l'eau est chauffée en dessous. Lorsque l'eau bout, elle se transforme en vapeur. La vapeur entre dans la sphère métallique et sort par deux buses courbées. Pendant que la vapeur s'échappe, elle pousse la sphère pour qu'elle tourne. C'est comme un ballon qu'on lâche. Quand l'air sort dans une direction, le ballon se déplace dans la direction opposée. Il en va de même pour l'aéolipile. C'est pourquoi on le considère souvent comme une idée précoce liée à la machine à vapeur. Mais il faut être clair. Ce n'est pas une machine à vapeur comme celle des trains et usines de la révolution industrielle. Elle ne tire pas de lourds wagons. Elle ne fait pas fonctionner de grosses machines. Il serait plus juste de l'appeler une démonstration précoce de la puissance de la vapeur. Elle a prouvé que chaleur et vapeur pouvaient générer du mouvement, mais cela n'était pas encore utilisé pour de grands travaux. C'est là que se pose la grande question. S'ils connaissaient eux déjà la puissance de la vapeur, pourquoi la révolution industrielle n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt ? Ce n'est pas un manque d'intelligence. Plusieurs raisons rendaient cela impraticable, notamment la difficulté à fabriquer des pièces métalliques solides pour supporter la pression de la vapeur. Si le métal est faible, il peut exploser. Si le joint n'est pas bon, la vapeur s'échappera. Deuxièmement, il faut beaucoup de combustible pour chauffer l'eau. Il faut du bois, du charbon de bois ou une autre source de chaleur. Troisièmement, il faut une raison claire d'utiliser cela pour de gros travaux. À l'époque, les moulins à eau, la force animale, le travail humain et l'esclavage existaient. À cause de l'esclavage, les riches évitèrent des dépenses coûteuses et risquées. S'il y a des personnes ou des animaux qui peuvent faire le travail, pourquoi utiliser une machine à vapeur compliquée ? Cela ne veut pas dire que l'esclavage est la seule raison. Mais cela faisait partie intégrante du système économique de l'époque. Donc l'éolipile d'Héron n'est pas une preuve que l'Empire romain était sur le point d'avoir des trains. Il est plus juste de considérer cela comme une étincelle précoce. Les gens avaient déjà vu que la vapeur pouvait produire du mouvement. Mais le monde n'était pas encore prêt à transformer cette idée en industrie. Et c'est ici que nous voyons la grande leçon. L'invention ne concerne pas seulement l'intelligence. Même si l'idée est bonne, il faut encore le bon moment, les bons matériaux, les bons outils, la bonne économie et la bonne raison pour l'utiliser. C'est aussi la leçon d'autres technologies anciennes.
Le sismoscope de Jianheng montre que la Chine ancienne était capable de fabriquer un appareil pour détecter les tremblements de terre. La coupe de Lycurgue montre que les artisans romains pouvaient fabriquer du verre qui change de couleur grâce à de minuscules particules métalliques. La pile de Bagdad rappelle que tous les mystères ne doivent pas être considérés comme des faits, car sa véritable utilisation n'est pas encore certaine. Le mécanisme d'Anticythère est une preuve claire que les anciens Grecs pouvaient fabriquer des systèmes d'engrenage complexes pour l'astronomie. Et les machines d'Héron d'Alexandrie montrent que, même à cette époque, l'homme avait déjà des idées sur l'automatisation, les distributeurs automatiques et le mouvement à vapeur. Le point le plus important est celui-ci. Le progrès n'est pas toujours continu. Ce n'est pas parce que l'homme a inventé quelque chose que cela va immédiatement changer le monde. Parfois, l'invention arrive avant son temps. Parfois, elle n'est pas pleinement utilisée. Parfois, la connaissance se perd parce qu'elle n'est pas transmise à la génération suivante. Il ne faut pas sous-estimer le monde ancien. Ils n'avaient pas de portable ni d'ordinateur comme nous, mais ce n'étaient pas de simples personnes qui se contentaient de deviner. Beaucoup d'entre eux savaient observer, expérimenter et fabriquer des machines avec les matériaux qu'ils avaient là. Et c'est la véritable leçon de ces artefacts. L'intelligence n'a pas commencé avec nous. Depuis longtemps, l'homme cherche des moyens d'utiliser la terre, l'eau, l'air, la chaleur, la lumière, le métal et les étoiles. Mais la connaissance doit être préservée. Parce que si l'enseignement s'arrête, si les archives sont détruites ou si les personnes compétentes disparaissent, même les connaissances avancées peuvent être perdues. Et peut-être qu'un jour, une civilisation future trouvera nos téléphones portables cassés. Il n'y aura plus de batterie, plus de signal, plus d'internet. Ils vont regarder ça et se demander « qu'est-ce que c'est ? Un miroir, un jouet, un objet rituel ?» ou la preuve d'une civilisation ayant communiqué avec le monde entier grâce à un petit objet dans la main. On saisira alors la vraie valeur de la connaissance. La plus grande invention de l'homme n'est pas seulement la machine, mais la capacité de transmettre le savoir à la génération suivante. Si cela venait à disparaître, peu importe à quel point nous sommes avancés aujourd'hui, notre monde pourrait devenir un mystère un jour.